Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de Perspectives citoyennes, une série de capsules portant sur l'histoire de la citoyenneté et ses pratiques contemporaines. Chaque mois, je vais à la rencontre de chercheurs ou d'acteurs sur le terrain afin d'élargir notre regard, notre perspective sur ce que signifie d'être citoyenne ou citoyen. Notre épisode d'aujourd'hui va être consacré à la citoyenneté dans la Rome antique en compagnie de Nathan Meuret, qui est doctorant en histoire à l'Université Laval et à Paris-Nanterre. Également un bon ami à moi, d'où la raison pour laquelle on va se tutoyer tout au long de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Nathan. Salut Ariane. Merci d'avoir accepté cette invitation pour mon tout premier épisode de Perspectives citoyennes. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à la citoyenneté dans la Rome antique, comme je l'ai dit en introduction. Et d'emblée, quand on évoque la citoyenneté à l'époque antique, c'est avant tout la citoyenneté athénienne qui vient en tête. Et afin de situer nos auditeurs et nos spectateurs, j'aimerais qu'on évoque rapidement ce que la citoyenneté romaine emprunte à la célèbre citoyenneté athénienne et aussi en quoi elle en diffère. Quand on parle de citoyenneté athénienne, de citoyenneté grecque, on parle d'une citoyenneté qui était en grande partie géographique, qui s'est peu étendue. Donc, on restait une citoyenneté, pour ainsi dire, ethnique autour du lieu où donc s'est bâtie la cité sur un petit territoire, une citoyenneté qu'on gardait jalousement, dont on était peu généreux, qu'on était peu enclin à donner, alors que la citoyenneté romaine était au contraire un outil politique et s'est étendu jusqu'en 212, donc à tout l'empire romain. Donc tous les membres de l'empire, c'est-à-dire tout le bassin méditerranéen, faisait partie intégrante de cette cité, de cette citoyenneté romaine. Donc une conception assez différente de cette citoyenneté-là, peut-être plus généreuse, comme je le disais. On avait aussi, bien entendu, d'autres distinctions. Quand on pense à Athènes, on pense à un régime politique qui est celui de la démocratie. Faut, bien entendu, oublier la définition stricte de la démocratie lorsqu'on parle de Rome. Donc, c'était pour la première partie de son histoire une monarchie. Ensuite, pendant près de 5 siècles, une république jusqu'à la prise de pouvoir par Auguste. Une république oligarchique, cependant, où le peuple n'avait pas le même pouvoir qu'il pouvait avoir à Athènes. À partir de quand, dans l'histoire romaine, le concept de citoyenneté entre-t-il dans le langage? C'est difficile à savoir parce que, bien entendu, les inscriptions qui remontent à l'époque des rois, par exemple, ou des textes anciens, si on peut dire, qui ont été écrits au moment même des événements pour ces époques reculées, c'est très rare. Les Romains commencent eux-mêmes à se nommer citoyens a posteriori, à partir du moment où ils s'unissent avec les Sabins. Donc, l'épisode célèbre de l'enlèvement des Sabines, qui a inspiré de nombreuses toiles, eh bien, cet épisode-là se produit dès le règne de Romulus, donc on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que cette interprétation historique romaine est vraie ou est-ce que c'est encore le fruit de leur tendance à historiciser leur passé légendaire? On peut peut-être se poser la question. Reste que cet événement-là, cette idée d'union est importante, comme le souligne Claude Nicolet dans son classique, donc le métier de citoyen dans la Rome républicaine, parce que kiwis, donc c'est le concitoyen surtout, c'est une idée de compagnonnage, l'idée d'une union est donc tout à fait logique. Pour être citoyen, il faut une communauté, il faut plusieurs membres qui s'unissent. Donc cette idée-là est très, très importante. Reste que l'existence de cette communauté-là est difficile à déterminer. On peut cependant la deviner par certains éléments, notamment grâce à l'archéologie, parce que qui dit communauté citoyenne dit lieu de réunion, ça prend des institutions, donc c'est une communauté organisée. Donc, ça prend des signes de cette organisation-là. Eh bien, ces signes, on les a dès la Rome royale, des lieux de réunion, un forum pavé, le comitium où se rassemblaient les citoyens lors des assemblées. Ça, on a certaines traces qui peuvent remonter jusqu'à 730, 650, 625 avant Jésus-Christ. C'est avéré, donc ces lieux-là existaient, ce qui fait en sorte qu'on peut reporter dès le premier, deuxième siècle de l'époque royale, l'existence d'une communauté citoyenne à Rome. Et justement, quelles sont les étapes
clés, comme on peut dire, dans le développement de la citoyenneté romaine? Parce que là, on parle d'une longue période. On parle de partir de la fondation de Rome, qui se trace à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin de l'Empire, qui, dans les faits, dans la culture populaire, c'est la fameuse date de 476. Donc, quelles sont les étapes clés qu'on dit là, qui peuvent permettre rapidement aux auditeurs d'avoir une espèce d'éventail sur l'évolution, la vie et la mort de la citoyenneté La romaine, vie si et on la peut mort de dire? la citoyenneté romaine. C'est un processus très, très long. Qui atteint ça prend à peu près presque 800 ans pour donc atteindre sa forme finie. Donc, au début, sous la Rome royale, sous les premiers temps de la République, les Romains sont citoyens romains et pour les peuples alentours, c'est relativement peu clair. Toujours est-il qu'avec le passage des années, on finit par accorder différents types de droits aux territoires qui ont été conquis, droit latin ou le droit de cité romain. Souvent, c'est un droit qui est diminué, donc un droit dit sans suffrage. Lorsqu'on annexe un territoire, eh bien, les gens vont jouir des droits civils du citoyen, mariage, commerce, etc., mais ne jouiront pas du droit de vote, donc du droit de participer à la vie politique romaine. En quelque sorte, c'est un statut très enviable, mais qui n'est pas complet. Mais avec le passage du temps, au milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ, le Latium, donc la région immédiatement autour de Rome, est presque entièrement annexée à la cité romaine et donc presque tous sont citoyens romains. Ensuite, Citoyen sans suffrage, c'est-à-dire, c'est ça? Citoyens sans suffrage ou avec D'accord. suffrage même. OK. Donc, ça s'étend lentement à certaines cités. On pense notamment à Caton l'Ancien, qui est originaire de Tusculum, qui n'est pas donc une ville originellement romaine. Il a pu se présenter, il était citoyen romain depuis quelques générations au moins. De même, Cicéron, donc à la fin de la République, est originaire d'Arpinum, une ville qui a reçu son droit de suffrage probablement vers 180-170 avant Jésus-Christ. Donc, la citoyenneté était complète. Généralement, le Latium avait été bien pourvu avec le passage des gens, une annexion qu'on pourrait dire directe. Restait ailleurs, bien entendu, des communautés de droit latin qui soit sont restées dans leur État ou soit ont été intégrées très lentement à la cité romaine. Parce qu'après le premier boom donc de ce qui se finit au 4e siècle, il y a un passage relativement plus tranquille qui s'étend pendant longtemps avec parfois l'octroi de la citoyenneté à des communautés ou à des hommes particuliers, mais c'est relativement là. Il faut attendre les Gracques, Caius Gracchus, le célèbre tribun réformateur, pour que Tiberius Gracchus aussi, son frère, pour que la question de la citoyenneté des Italiens devienne une question d'actualité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, 133, toute l'Italie est romaine, toute l'Italie est conquise par Rome et l'effort de guerre repose non seulement sur Rome, mais sur ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire tous les peuples italiens qui ne bénéficient pas de la citoyenneté. Or, s'ils participent à l'effort de guerre, ils ne jouissent pas en retour des droits, ce qui peut causer problème. Oui, c'est intéressant. Oui. Puis si on continue dans le temps, parce que là, on est encore à l'époque de la République. Oui, tout à fait. L'événement capital, c'est que les différentes de 133 à 91, on tente à plusieurs reprises de donner la citoyenneté aux Alliés, mais il y a toujours des réticences, donc une conception plutôt jalouse de la citoyenneté. On se demande, mais que va-t-il se passer si on intègre ces gens, ça doublait à peu près le corps citoyen d'intégration. Donc, nous, vieux Romains, nous allons perdre notre primauté politique, ce qui fait qu'on a toujours repoussé jusqu'à ce qu'éclate ce qu'on a appelé la guerre sociale, donc guerre des alliés, socii en latin, où les Italiens se révoltent pour demander la citoyenneté romaine et c'est une guerre très, très violente, deux communautés à peu près équivalentes qui s'affrontent dans des guerres, dans des combats assez sévères, deux consuls qui meurent sur le champ de bataille, mais les Romains l'emportent, mais se résolvent à donner la citoyenneté, à octroyer la citoyenneté aux vaincus, ce qui fait en sorte que en pratique, le corps citoyen double. Il faut cependant attendre 20 longues années avant que les nouveaux citoyens, donc ces Italiens,
soient enregistrés dans les tribus, dans les unités de vote et puissent jouir effectivement de leurs droits de citoyenneté. Donc, encore une fois, on a retardé le processus de manière assez marquée. Et à ce moment-là, donc on est en 70 avant Jésus-Christ. Tout à Et fait. à ce moment-là, on retrouve la péninsule italienne où la majorité de la population a la citoyenneté romaine. Oui, Donc, l'entièreté de la déjà, population de la péninsule. Donc, il va y avoir des questions dans le nord de l'Italie, dans la Gaule cisalpine, qui va finir par jouir elle aussi de cette citoyenneté à partir de César. et comment, justement, parce que là, on arrive tranquillement, on approche la fin de la République, et de quelle façon la citoyenneté va encore s'étendre à l'Empire, à l'époque de l'Empire, justement, ou à la fin de la République, jusqu'en 1476? Le processus va être la citoyenneté va être accordée relativement généreusement pendant les guerres civiles, donc sous César, au début du triumvirat avec Octave et sous le règne d'Auguste, donc au tout début, parce qu'on veut récompenser les alliés. On déduit des colonies aussi, donc on envoie des colons romains un peu partout sur le territoire pour les lotir. Donc ce moment-là, c'est un peu un boom dans ce qui a trait à l'octroi de la citoyenneté. Ensuite, ça va ralentir. Au moins jusqu'à Claude, là, qui règne aux alentours de 40-50 après Jésus-Christ, qui lui-même va donc vouloir intégrer, par exemple, des élites gauloises au Sénat et qui donc va faire un discours qu'on reconnaît sur les tables claudiennes qui sont préservées à Lyon, une grande table de bronze qui retranscrit son discours, disant que Rome est devenue ce qu'elle est en intégrant, en étant généreuse de sa citoyenneté, donc en étant ouverte sur le monde, discours qui sera dans les faits suivi de relativement peu de gestes. On intègre les élites, on reste relativement jaloux du reste. Et par la suite, c'est une lente croissance. On reviendra sans doute sur les moyens d'acquérir cette citoyenneté-là, mais ça se fait très, très progressivement jusqu'en 212, qui est la date qui marque un peu l'apogée, en tout cas un tournant dans cette question citoyenne. Par l'édit de Caracalla, qui, justement, dans l'imaginaire de la plupart ben, peut-être pas de tout le monde, mais du moins chez ceux qui se connaissent un peu en histoire romaine, c'est sans doute le grand édit et celui qui accorde la citoyenneté à toute la population de l'Empire. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le contexte de promulgation? Comment est-ce qu'on en vient en 1212 à promulguer cet édit-là et surtout ses conséquences concrètes sur la vie sous l'Empire romain? C'est quelque chose d'assez, c'est-à-dire que ce n'est pas un événement qui allait de soi. Donc, les historiens, généralement, un tel projet n'avait jamais été mis en branle avant Caracalla, ni même peut-être pensé avant Caracalla, donc octroyer la citoyenneté à tout le monde par l'édit de Caracalla ou plus techniquement ce qu'on appelle la Constitution antonine, donc le texte de loi qui fait en sorte qu'on octroie cette citoyenneté-là. C'est en partie conjoncturel, donc Caracalla vient d'échapper notamment à un complot et les textes qu'on retrouve de l'édit dans le préambule, eh bien, il y a le fait qu'on lit beaucoup cet octroi-là à la volonté donc de remercier les dieux et augmenter le corps citoyen, c'est augmenter d'autant le nombre potentiel de fidèles participants aux religions civiques. Donc, peut-être une question de piété ici qui peut avoir eu son importance. Les mauvaises langues de l'époque ont aussi dit que c'était pour augmenter l'assiette de l'impôt. Dion Cassius, notamment, qui ne portait pas dans son cœur l'empereur Caracalla le sous-entend. Les citoyens, tout le monde devait payer une certaine forme de rétribution, donc de fiscalité dans l'Empire, mais les citoyens étaient astreints des impôts supplémentaires. Et donc, peut-être que le moyen d'augmenter le corps citoyen, eh bien, c'était d'augmenter ces perceptions d'impôts-là. Au même moment, il y a certains impôts qui doublent aussi. Donc, ça pourrait être l'œuvre d'un plan fiscal un peu plus large. Il y a ces éléments-là. L'élément militaire aussi n'est pas négligé. Augmenter le corps citoyen, ça augmente le corps des mobilisables, ceux qui peuvent être mobilisés dans la Légion romaine. Autre moyen important d'intégrer ces gens-là. Il y a enfin peut-être eu des vues un peu plus hautes. On sait l'influence du stoïcisme auprès des élites de l'Empire.
Caracalla était apparemment sensible à cette question-là. Donc, la question haïtienne de la citoyenneté universelle ou de cette idée de commune humanité qui a pu donc pousser l'empereur à adopter cette mesure et à étendre à tous les libres de l'Empire. Bien entendu, les esclaves en étaient exclus, à tous les libres de l'Empire, la citoyenneté romaine. Et maintenant, concrètement, si on se ramène à l'époque de la République, qui est un peu l'apogée de la citoyenneté romaine, en tout cas dans son essence même, comme on vient de l'évoquer, comment, au-delà de l'octroi par un empereur ou par la République, comment est-ce qu'on devenait citoyen romain à l'époque de la République? Est-ce que c'était uniquement héréditaire, donc il fallait naître de parents qui étaient eux-mêmes citoyens, un peu comme on a dans la citoyenneté athénienne, ou est-ce qu'elle pouvait s'acquérir par des voies détournées aussi? Il y avait plusieurs façons, effectivement, d'acquérir la citoyenneté. La plus classique, effectivement, c'est par la filiation, par la naissance. Dans les unions légitimes, donc, la citoyenneté se transmet par le père, donc, est citoyen, celui qui a un père citoyen. On va finir par élargir disons, cette assiette ou cette définition. Et dans le cas d'une union illégitime, par exemple, où la mère est romaine et le père non romain, le fils, l'enfant, va avoir la citoyenneté de la mère et donc devenir citoyen romain. On peut l'obtenir aussi par l'annexion quand Rome décide d'intégrer la communauté, ce qui est une autre façon classique. Sous l'Empire, et même déjà sous la République, on peut obtenir ce qu'on appelle la concession viritane, donc de vir, homme, vir. Donc, si on maintient la prononciation latine, c'est-à-dire on octroie à un individu pour service rendu. Et ça se faisait aussi de manière plus vaste par le service militaire. C'est vrai, sous l'Empire, c'est régularisé sous Claude. Ceux qui n'étaient pas citoyens pouvaient servir dans les troupes auxiliaires de l'Empire, donc pas dans la Légion, mais dans les troupes auxiliaires qui formaient tout de même la moitié des forces romaines. Donc, on servait sous ces troupes-là pendant la durée légitime, 25 ou 26 ans généralement, et au terme de son service, on recevait de petites tables de bronze. Donc, c'était ce qu'on appelait un diplôme militaire et on était récompensé en recevant la citoyenneté romaine. Je m'en voudrais de faire une émission sur la citoyenneté romaine sans évoquer tous ceux et celles, donc on parle des esclaves, des femmes, des étrangers qui ne bénéficient pas de ce statut. J'aimerais qu'on se penche justement sur la figure, notamment, on va commencer par cette figure-là, la figure de l'étranger, puisqu'il ne semble pas exister dans la culture populaire, du moins, l'équivalent du célèbre métèque athénien, qui est considéré comme étranger, si on peut le dire ainsi, dans la République et à l'époque de la République et de l'Empire. Est étranger toute personne qui ne jouit pas de la citoyenneté romaine, donc, et qui est ce qu'on appelle un pérégrin. La figure du métèque athénienne, celle de l'étranger qui vient de l'extérieur, qui vit dans sa propre communauté, n'est pas nécessairement si étrangère à Rome qu'on peut le penser. Le mot n'est pas passé à l'histoire comme, disons, dans l'usage courant, comme on l'est, mais le pérégrin pouvait demeurer à Rome. Il bénéficiait du patronage d'un grand personnage qui était le protecteur de sa communauté, généralement. Lorsqu'il y avait des demandes, il se présentait à ce personnage. Donc, il y avait toute une forme de ressources dont pouvaient bénéficier ces gens-là. Leur commerce était réglé, elle aussi, selon un droit particulier. Donc, ces gens-là bénéficiaient d'institutions et pouvaient, même pouvaient participer d'une certaine façon à la vie de la cité sans, bien entendu, pouvoir s'impliquer politiquement ou faire affaire sur un pied d'égalité avec un citoyen romain. Et les femmes dans tout ça, parce qu'on évoquait tout à l'heure que les femmes pouvaient transmettre la citoyenneté à leurs enfants dans plusieurs circonstances. Est-ce que, on s'entend qu'elles ne bénéficiaient sans doute pas du droit de vote, mais est-ce qu'elles bénéficiaient d'une forme de protection ou d'un privilège quelconque par rapport aux citoyens hommes?
Par rapport aux citoyens hommes, non, non, pas du tout. La femme est exclue effectivement de toutes les activités politiques et la femme reste toujours donc nominalement sous ce qu'on appelle la puissance d'un homme, puissance paternelle habituellement. Donc le célèbre droit de vie ou de mort du père. Et Juste même ça? lorsqu'elle se, même, pardon? Juste ça? Juste ça. Même lorsqu'elle se mariait, tant que le père était vivant, elle restait non pas sous l'autorité de son mari, mais sous l'autorité de son père, qui était Ah ouais, très OK. importante. Le fils était un peu mieux loti, mais lui-même, donc, était très. Je veux dire, le père avait droit de vie ou de mort sur son fils aussi. Donc, c'était la figure, disons, la figure dominante de la maisonnée romaine. La femme était davantage citoyenne, non pas en tant que femme, mais en tant qu'épouse ou en tant que fille de citoyen. Si on peut se permettre cette expression qui place bien les choses, je pense. Ça n'empêchait pas certaines femmes d'être très influentes. Mhm. Donc, les mariages d'être importants, mais reste bien entendu que le rôle public de ces personnes-là était très, très, très limité. Et pour ce qui est des esclaves, on a évoqué rapidement tout à l'heure le sort des affranchis. Donc, c'est-à-dire que les esclaves pouvaient quand même se sortir de leurs conditions d'esclavage, mais est-ce qu'il pouvait arriver dans l'espace d'une vie qu'un esclave puisse à terme devenir citoyen? Oui, oui, c'était très fréquent. Là, dans ce qui nous concerne, dans ce domaine précis-là, Rome se distingue absolument d'Athènes ou des autres cités grecques. Dès qu'on était affranchi, on devenait citoyen. Ah Et oui, OK. les affranchissements étaient très nombreux parce que la quantité d'esclaves était très, très grande. Et les esclaves, donc, qui étaient, par exemple, employés dans les maisonnées, qui assistaient leurs patrons, pas ceux qui travaillaient dans les mines ou dans les champs, on s'entend, mais ceux qui avaient Mhm. un certain statut par leur activité, pouvaient être affranchis donc, régulièrement, c'était même l'exception de ne pas l'être quand Ah on oui. était dans ces domaines-là, en tout cas dans les cercles un peu plus élevés. Donc, le renouvellement du corps citoyen par l'affranchissement était assez important, ce qui a encore une fois créé certaines frictions. Quels sont les principaux héritages que le concept et les pratiques de la citoyenneté romaine ont légués aux sociétés occidentales contemporaines? Euh, plus, Rapidement. Oui, je serai bref. Ben, c'est d'abord des idées, je dirais, des conceptions. Donc, l'idée de la liberté, l'idée que le citoyen est un homme libre, en ce sens qu'il a le contrôle sur son existence qu'il est maître de son temps, maître de son travail et qu'il n'est pas opprimé ou tyrannisé, qu'il a le droit de s'exprimer, qu'il a le droit surtout de prétendre aux honneurs, à la dignité. Donc, idée qui est très présente dans l'esprit romain. Donc, ce droit à l'honneur est très, très important et se traduit un peu aujourd'hui donc par l'importance qu'on accorde, par exemple, la dignité humaine, tout simplement. Donc, idée qui peut être en partie considérée comme romaine. L'idée d'égalité civile aussi, donc d'égalité devant le droit, une égalité qui n'était pas parfaite sous l'Empire notamment. Les plus riches, les honnestiores vont bénéficier d'un droit qui va leur être favorable, mais techniquement, devant un tribunal en droit, le citoyen est égal, tous les citoyens sont égaux, même le fils est égal au père lorsqu'il participe à la vie politique. Ce qui n'est pas peu dire, étant donné ce qu'on a mentionné un peu plus tôt. La protection des droits aussi, qui est très importante. Il faut rappeler que le citoyen romain n'avait pas le droit d'être condamné sans procès, d'être exécuté sans procès, avait le droit à un appel au peuple puis à l'empereur. On n'avait pas le droit de le molester physiquement, de le battre des verges comme on pouvait battre n'importe qui. C'est la célèbre, donc l'un des exemples les plus frappants, c'est Saint Paul dans les évangiles, n'est-ce pas, qui à chaque fois qu'il est donc arrêté par les autorités
autorités ou traduit en justice dit oui, mais vous ne pouvez pas, je suis citoyen romain et on le relâche. Donc, c'est un beau symbole de cette protection devant le droit, de cette égalité civile qui importait finalement aux Romains. En fait, ce sentiment de faire partie d'une communauté, mais qu'on peut aussi rattacher évidemment à la cité grecque. Mais tous ces éléments-là sont très, très importants et ce n'est pas du tout donc à négliger parce que lorsqu'on fait des citoyens, lorsqu'on se révolte en France, lorsqu'on se soulève aux États-Unis, on réfère aux grands hommes romains, on réfère à la citoyenneté et c'est sur ces précédents-là, idéalisés, mais sur ces précédents-là tout de même, qu'on essaye d'ériger les nouvelles citoyennetés aussi.